Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Ici LMF, étudiant et culturiste naturel. Et aujourd'hui les amis, je suis extrêmement content comme d'habitude de vous retrouver pour un nouveau podcast en tête à tête avec pour thème 4 choses que vous ne faites pas aujourd'hui dans votre musculation. 4 choses que je suis sûr vous ne faites pas et que vous pouvez vraisemblablement implémenter et qui pourrait vous aider à améliorer votre processus et vous rendre la vie plus facile par rapport non seulement à l'entraînement, à la récupération, mais aussi au sommeil. Donc je vais vous partager ces quelques tips là. Je réfléchissais à un épisode de podcast et j'ai pensé aux épisodes du Huberman Lab, qui est un podcast d'Andrew Huberman sur lequel il partage des éléments liés à la science, mais qui a beaucoup d'intérêt parce qu'il est très ancré dans la pratique. Il est très facile à mettre en action. Et sur ces dernières semaines, il y a quelques petites choses que j'ai ramassées à droite, à gauche dans ma pratique et que je trouve également très faciles, ou en tout cas qui dépendent de soi lorsqu'il s'agit de les mettre en action. Donc je vais vous partager un type qui est lié au bodybuilding, à la musculation sur le long terme et aux aspects de sustainability, mais ça plutôt à la fin pour garder un peu le suspense. En avant-dernier, je vous partagerai le conseil lié au training qui peut vous permettre d'améliorer votre entraînement et que vous ne faites vraisemblablement pas lors de vos trainings. Si vous faites l'une de ces 4 choses que je vais partager, commentez et dites-moi que vous la faites parce que j'ai vraiment l'impression que voilà, moi en tout cas c'est des choses que je n'avais pas en place, que j'ai mises en place et que je trouve vraiment chouette. Quant au En fait, j'ai l'impression que ça demande assez peu d'efforts pour la majorité et que ça a vraiment un très très bon retour sur investissement. Je vais commencer directement, peut-être avant ça, un petit feedback sur la façon dont les choses se passent globalement. Rien à signaler, rien de nouveau. Toujours pas de nouvelles par rapport à ma formation. Merci à tous ceux qui ont demandé sur Instagram. C'est extrêmement gentil et ça m'a fait trop plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui m'ont sollicité sur ça. Et vraiment, ce type de soutien fait vraiment plaisir. Du coup, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un petit DM ou ce genre de choses. Je trouve ça extrêmement gentil et encore une fois, très attentionné. Mais donc pas de nouvelles de ce côté-ci. Pour ce qui est de la suite des opérations, les choses se passent bien, le poids continue à descendre, le stress est relativement bas. Je sors de plusieurs semaines très intenses entre le cumul voilà, du bodybuilding, du coaching et de mon stage. Les semaines prochaines vont aussi s'annoncer assez complexes, d'où la nécessité pour moi de réussir à gérer, à nail cette routine, à être il faut que je sois le plus précis en fait sur ma routine et que je réussisse à sortir de mes journées sans être totalement aplati. Parce que c'était ça, la semaine dernière, je me suis fait rouler dessus. Je me suis fait rouler dessus et mentalement, il y a eu des journées voilà, où je savais que j'avais perdu la bataille, même si le poids descendait, même si les trainings étaient quand même extrêmement productifs avec des charges qui montaient quasiment partout. J'avais des journées où je sortais tellement éreinté, à la fois mentalement et physiquement, qu'ensuite, sur le long terme, même sur la semaine, là, ça devenait difficile de tenir le rythme. Donc voilà, il va falloir réussir à récupérer du training et peut-être débutons par là, commençons par la récup, ensuite passons au sommeil, au training et on finira par le bodybuilding dans son ensemble. Mais pour commencer sur la récupération, ça va être vraiment un conseil extrêmement actionnable, extrêmement facile à mettre en place et je l'ai teasé, je pense que j'en ai parlé dans certains de mes contenus précédents, dans des podcasts ou des vlogs, en disant que c'était quelque chose que j'allais mettre en place mais que j'avais pas encore trouvé le temps. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé le temps la semaine dernière et j'ai essayé le cupping. Voilà, j'ai essayé le cupping 2 ou 3 fois. Alors, ça peut sembler très anecdotique et loin de moi l'idée de dire que voilà, c'est le secret de la récupération et tout. Néanmoins, notamment au lendemain de séances d'eau, qui avaient été très fatigantes et au lendemain desquelles généralement j'ai des sensations de tension et de raideur, non seulement au niveau des trapèzes, mais aussi, et ça c'est plus dérangeant, au niveau du bas du dos.
comme une sensation d'inconfort, parfois une difficulté à effectuer certains mouvements de flexion de hanche, eh bien en utilisant voilà des ventouses, le cupping en gros, je ne sais pas si vous le représentez, mais c'est des ventouses que vous appliquez et qui vont venir pomper d'une certaine façon l'air. Et si vous êtes sur YouTube, vous voyez là au niveau de mon trapèze, je me dévêtis. Je me dévêtis à l'écran et au niveau de mon trapèze, on voit une forme de point rond, on en voit même deux, qui viennent voilà, des ventouses. Donc les ventouses vont venir être appliquées sur la peau et vont avoir un peu un effet de succion. Je ne sais pas comment on dit, mais donc elles vont aspirer d'une certaine façon l'air, comme quand vous voyez, vous avez ce truc de suçon un peu. Ça vient pousser le sang, je crois, contre la peau. Je suis vraiment, sur ça, je suis vraiment un débutant, pour le coup. Du coup, je vous partage vraiment mon expérience. Et donc, j'ai essayé à quelques reprises avec un matériel vraiment très amateur que j'ai trouvé sur Internet, sur un site dont je tairai le nom pour des questions d'éthique. Mais bref, voilà, j'ai acheté ce matériel de cupping et je l'ai essayé à quelques reprises, notamment au lendemain de séances jambes, au lendemain d'une séance pec et au lendemain d'une séance dos. Voilà, pour avoir l'ensemble du panel. Et ça a très bien marché sur les pecs, ça a bien marché sur les jambes aussi. Je sais que voilà, j'avais ces signes un petit peu rouges qui montraient qu'il y avait eu cet effet de succion et donc que le sang avait afflué vers la zone. Et c'est tout l'intérêt du cupping, de ce que j'en ai entendu. Je crois que ça a des origines dans la médecine asiatique ou quoi. Bon, je vous avoue que je me suis pas attardé de ce côté-ci. J'ai pas trop cherché. Mais il faudrait que je fasse des recherches un peu sur les origines et tout, l'intérêt. Je pense que ça pourrait aussi m'éclairer. C'est toujours bien de savoir pourquoi on fait quelque chose. Mais voilà, il y a cet effet de vascularisation de zones qui sont parfois douloureuses, tendues ou raides. Et pour vous partager mon feedback honnête, eh bien les amis, j'ai été surpris. J'ai été surpris par le fait que de manière quasiment instantanée, alors vous me direz, il y a vraisemblablement un effet placebo, ça je l'entends, mais de manière quasiment instantanée, après le fait après avoir placé les ventouses, bah, j'avais une sensation de bien-être en fait. C'est-à-dire que les ventouses en soi, c'est pas douloureux, mais vous voyez, ça tire sur la peau. Et donc quand vous en mettez plein, vous êtes un peu comme ça, parce que ça tire sur votre peau un peu partout. Vous êtes un peu bloqué, vous pouvez pas faire grand-chose. Mais par exemple, pour se poser, regarder un truc, un film ou même faire une tâche qui demande pas beaucoup de... Par exemple, là, je pourrais avoir des ventouses, je pense que ça le ferait. Je pense que ça me déconcentrerait, mais je pense que ça le ferait. Mais voilà, j'ai laissé les ventouses une vingtaine, une trentaine de minutes. C'était assez long, d'ailleurs, je les ai laissées assez longtemps parce qu'elles sont pas très fortes. C'est des ventouses un petit peu, voilà, très semi-amateurs. Bon, bref. Et donc j'ai laissé les ventouses et juste après quand je les ai retirées, bah, j'ai eu une sensation de bien-être et là même ce matin, bon je me réveille, je vous avoue que je suis toujours un petit peu raide au réveil, raison pour laquelle je bouge un petit peu dans l'espace, je me couche, je fais des formes d'étirement, un petit peu de mobilité très douce. Mais voilà, ce matin au réveil, je me sens bien. Hier, directement après le cupping, j'ai senti une forme de relâchement de la zone. Et là où juste avant, limite une heure avant, j'étais raide, j'avais la sensation d'être plus à l'aise. Et notamment au niveau du bas du dos et des trapèzes, mais bon, parce qu'au niveau des pecs, juste après les pecs, juste après la séance, j'avais pas de sensation de contracture ou de douleur, enfin c'était pas douloureux quoi. Mais au niveau du dos, au niveau des trapèzes et du bas du dos, je vous avoue que c'est quelque chose qui a fait une véritable différence. Et assurément, c'est une chose que j'implémente là et que je vais continuer à implémenter pour les bienfaits que j'ai ressentis. C'est un petit peu comme, vous voyez, l'exposition à la chaleur, les douches très très chaudes, le sauna. C'est des choses que j'ai eu l'occasion de tester par le passé et qui, je sais, ont un impact sur ma détente, sur le fait que je me sens mieux. Et le cupping a ça d'intéressant que bien sûr ça me détend, c'est une activité qui me fait plaisir, je prends du temps pour moi, mais j'ai vraiment ressenti un impact au niveau de mes sensations de manière immédiate. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc, s'il y a des gens qui ont du bagage par rapport au cupping, qui en ont l'habitude ou qui n'ont pas essayé, bah, peut-être aller faire un tour, tester, et vous me dites comment de votre côté bah, ça sort. Qu'est-ce que vous en tirez et est-ce que c'est des bénéfices qui, de votre côté, sont voilà, aussi palpables ou est-ce que c'est moi qui suis en train de fabuler parce que j'ai fait du cupping, j'ai trouvé ça chouette et j'ai un effet placebo qui est très important.
alors qu'en fait ma récupération n'en a pas été tellement améliorée. Donc voilà, c'est un peu la seule chose, sinon ça laisse des marques assez, voilà, assez laides. Mais hormis ça, hormis les marques, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, moi en tout cas, lorsque je l'ai mis en place sur le dos, les pecs et les jambes, m'a permis de récupérer. Alors, si vous vous lancez dans ça, je suis encore une fois absolument pas professionnel, mais de ce que j'ai entendu, il faut essayer d'éviter les zones comme les aisselles ou alors les zones qui sont un peu plus sensibles. Là, vous voyez, je ne sais pas comment s'appelle cette zone. Comment s'appelle la zone entre le biceps et l'avant-bras? Voilà, la zone un petit peu molle là. Ou alors je sais que au niveau du creux du genou aussi, vous voyez, entre votre ischio et votre mollet, c'est un petit peu des zones qui sont sensibles et donc sur lesquelles il faut éviter de poser des ventouses. Mais sinon, par exemple sur les pecs, sur le dos, c'est vraiment faisable. Moi, j'avais cette peur de ne pas pouvoir m'en mettre sur le dos du fait de ma mobilité désastreuse. Mais c'est tout à fait possible en fait. Vous pouvez vous en mettre sur les. Je peux m'en mettre en tout cas sur le grand dorsal, sur les trapèzes. C'est juste voilà pour le milieu du dos un peu plus, peut-être les rhomboïdes. C'est un peu plus compliqué. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec soi pour le faire, je trouve. C'est plus pratique. Mais honnêtement, aucun souci à se mettre des ventouses sur les ischios, sur les quads. C'est assez facile d'utilisation et je vous le recommanderais. Voilà, peut-être au niveau de votre récupération, quelque chose qui peut être mis en place si vous avez des soucis à récupérer. Bien sûr, voilà, c'est accessoire. Avant, il faut que le sommeil soit en place, que le reste des actions que vous avez en place, bah, tout simplement tiennent. Mais ça peut être quelque chose, voilà, si vous êtes dans la perspective de réfléchir, de repenser votre récupération, ça peut être une chose vers laquelle s'orienter. On avance vers le deuxième point qui est un petit peu lié à ce premier élément, parce qu'il touche notamment au sommeil. Et ça va être encore une fois extrêmement simple. Je vais essayer de le dire de la manière la plus simple possible. Ça va vous paraître absolument bateau, mais c'est quelque chose qui est très actionnable, je trouve, et qui dépend uniquement de soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tout un chacun peut mettre en place de manière assez simple, sans que ce soit, je trouve, en tout cas contraignant. En tout cas, dans mon cas. Je ne veux pas généraliser mon cas, mais chez moi, c'est quelque chose qui a été très peu contraignant et que j'avais pas tendance à faire de manière très précise avant. Vous savez, les enfants, ils ont tendance à dormir quand ils sont petits avec des veilleuses. On met des veilleuses pour bah, avoir ces petites lumières qui permettent dans le noir en fait de se repérer un peu. Moi, pendant très longtemps, je dormais avec une veilleuse quand j'étais enfant. Et voilà, aujourd'hui, bah, bien sûr, je dors sans, naturellement. J'ai j'ai encore des doudous, mais la veilleuse, voilà, elle est partie. Mais j'avais toujours tendance à avoir dans ma chambre, voilà, des sources de lumière qui n'étaient pas intentionnelles. Mais par exemple, j'avais une prise branchée ici, j'avais mon PC qui parfois restait allumé. Il restait pas, l'écran était éteint, mais il y avait la lumière du PC. Il y avait ici, par exemple, mon téléphone qui chargeait et qui par moment s'allumait pendant la nuit. Et c'est tout un ensemble de stimuli visuels qui, par moment, pendant la nuit, lorsque je me réveillais pas forcément à cause de ça, pour le coup, je me réveillais parce que je voulais aller aux toilettes ou quoi. Mais voilà, c'est tout un ensemble de stimuli visuels qui, quand j'ouvrais les yeux, bah, attiraient mon attention et me tiraient un petit peu du sommeil. Et j'avais ce truc, vous savez, quand vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes ultra sensible à toute forme de lumière. C'est-à-dire que ces petits points lumineux, en fait, ils deviennent extrêmement visibles. C'est-à-dire que quand vous vous endormez, voilà, il y a le petit truc qui est allumé, là, voilà, on s'en fout pour le coup. Mais lorsqu'au réveil, pendant la nuit, vous ouvrez les yeux, enfin, essayez d'être vigilant et regardez peut-être les points de lumière dans votre maison et vous verrez que ces points de lumière deviennent quand même extrêmement lumineux. Enfin, c'est quelque chose qui, lorsqu'on a les yeux fermés pendant très très longtemps, saute un petit peu aux yeux, quand bien même la source de lumière est très petite. Et pour le coup, je ressens une réelle différence lorsque je parviens, durant la nuit, à éteindre tous ces petits points de lumière. C'est-à-dire, moi, typiquement, ça voudra dire éteindre mon ordinateur avant de dormir, éteindre la prise de courant de mon PC et éteindre la prise de courant près de mon point de sommeil. Donc, dans mon champ de vision, au réveil, j'ai zéro prise de courant allumée. Je passe mon téléphone en silencieux. Et pour charger mon téléphone, comme je ne peux pas le charger dans mon environnement immédiat, parce que toutes les prises sont off, bah, je l'amène dans la salle de bain. Et voilà, c'est quelque chose qui me dérange pas. Et pour le coup, je note vraiment avec pas mal d'intérêt que le fait de d'éteindre toutes ces lumières me permet au réveil d'avoir une impression
que je me sens totalement désorienté en fait, parce que je me réveille, même quand je me réveille pendant la nuit, il y a zéro source de lumière. Et pour le coup, c'est assez plaisant, c'est assez agréable, parce qu'il n'y a pas ce truc où au réveil, vous voyez la lumière et tout. Et bon, bien sûr, voilà, c'est toujours un petit peu plus challenging, parce que, par exemple, mettons que vous vouliez aller aux toilettes, vous devez bouger un petit peu dans le noir complet. Et enfin voilà, ça va de soi, mais je sais que si vous pouvez vous le permettre, que vous avez l'agilité, c'est pas du tout une question d'agilité, mais moi je vous recommanderais par exemple si vous allez aux toilettes pendant la nuit d'essayer d'éviter d'allumer la lumière des toilettes. Voilà, c'est un conseil totalement qui peut sembler totalement bête. Ou alors si vous avez peut-être des lumières un peu au niveau du sol, pour éviter encore une fois d'avoir cette stimulation lumineuse pendant la nuit. Mais vous verrez, tester peut-être le fait d'avoir, je sais pas si vous avez aussi des rideaux qui sont suffisamment occultants, mais si vous pouvez vous permettre de dormir dans un environnement totalement noir, sans aucune source de lumière, je trouve que c'est extrêmement, enfin, à titre personnel, j'ai trouvé ça extrêmement puissant sur ma récupération et sur ma sensation de repos au matin. Alors, je sais qu'il y a des gens qui parviennent à mettre des masques pour dormir et qui réussissent à dormir de manière confortable avec ça. Moi, je vous avoue que dès que j'ai quelque chose sur mon corps au moment de dormir, ça m'handicape un petit peu. Raison pour laquelle, notamment, je me suis tourné vers une bague pour traquer mon sommeil parce que c'est très peu. Voilà, je ressens pas la chose sur mon corps, c'est juste une bague. C'est même moins handicapant, je trouve, qu'une montre. Mais si vous êtes de ces personnes qui parviennent à dormir avec un masque pour le sommeil, ça le fera aussi super bien. Ce qui est top, je trouve, avec le fait d'enlever toute forme de source lumineuse de son environnement, néanmoins, c'est que c'est quelque chose voilà, qui n'est pas contraignant et qui contraint pas un peu le corps. Alors que le fait de mettre un masque, voilà, je trouve ça contraignant. Et pour le coup, on peut vraiment agir sur son environnement immédiat. Alors que par exemple, par rapport au bruit, si on a des voisins qui font du bruit, ça peut également perturber le sommeil, mais là, de ce côté-là, c'est très dur d'agir sur son environnement immédiat. Il faut mettre des boules qui entre guillemets, si vous avez la malchance de vivre dans un environnement bruyant où il y a beaucoup de fêtes, ou d'avoir des voisins dont les ébats sont, sont bruyants, bah, il faut passer sur les boules qui. Et moi, je vous avoue que pour les boules qui, j'ai toujours un petit peu de mal. Je sais que voilà, il m'arrive à des moments d'avoir un petit peu de mal à tomber dans le sommeil lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'il y a il y a des fêtes un peu autour. Donc ce serait peut-être le prochain truc que je pourrais améliorer. Parce que typiquement, moi, voilà, généralement, je me réveille pas pendant la nuit à cause du bruit, je me réveille pas pendant la nuit à cause de la lumière, je me réveille pendant la nuit parce que je veux aller aux toilettes. Et c'est peut-être un peu une tangente, mais puisqu'on parle de sommeil, bah, je vous balance un autre conseil, c'est d'essayer de diminuer l'hydratation plus vous arrivez près de l'endormissement. Parce que plus vous allez vous hydrater avant d'aller dormir, plus vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. Et franchement, pour vous prendre le scénario, je trouve le scénario, moi, qui me met dans les moins bonnes dispositions au niveau du sommeil, c'est durant la journée de peu boire, de peu avoir l'occasion de boire, avant de dormir, d'envoyer, de tabasser 2 litres d'eau, pendant la nuit devoir aller aux toilettes une ou deux fois, et lorsque je vais aux toilettes avoir de la stimulation avec, je sais pas, par exemple de la lumière, allumer la lumière aux toilettes, enfin il y a tout cet environnement qui va pas être super propice au sommeil, ajouter à ça une fête ou un truc, et voilà, ça fait une nuit en fait où les choses n'ont pas été mises en place pardon, pour faciliter le sommeil. Donc si vous voulez vraiment aujourd'hui optimiser de manière vraiment actionnable votre sommeil, je trouve que voilà, ce que vous pouvez faire, c'est réduire un petit peu l'hydratation juste avant d'aller dormir, de sorte à éviter au maximum d'avoir ce réveil naturel pour aller aux toilettes, faire une nuit complète, bam, une nuit aussi complète, complètement dans le noir, idéalement, sans source de lumière extérieure pour vous déranger ou pour peut-être même vous réveiller pendant la nuit, téléphone en silencieux, toutes les sources de bruit limitées. Et si vous pouvez, si vous êtes de ces gens qui parviennent à dormir avec des boules vous les oreilles. Franchement, je trouve ça trop puissant. Moi, j'y arrive pas. Peut-être j'ai pas encore trouvé mes boules si vous avez des recos de ce côté-ci, des gens qui ont des boules qui sont très agréables et qui permettent de quasiment de pas les sentir, bah, je suis preneur. En tout cas, voilà, ce serait mon petit conseil sur le sommeil. Donc, avoir un environnement totalement noir pour au réveil avoir cette sensation d'être totalement déstabilisé, de pas savoir où vous êtes, c'est tout noir, c'est vraiment reposant. Et moi, en tout cas, ça, sur ces derniers temps, ça a augmenté ma perception de repos durant la nuit.
Alors, je ne sais pas si ça se traduit effectivement par un repos qui est plus important. Mais voilà, il y a ce truc où juste avant d'aller dormir, j'éteins mon PC, j'éteins mes lampes. Et c'est même un petit peu thérapeutique parce que je sais que voilà, j'ai mis en place ce que je devais mettre en place pour faciliter mon endormissement, pour faciliter mon sommeil. Ça me permet de me détendre et j'attaque aussi cette nuit de manière plus chill. Voilà. Le deuxième conseil. On enchaîne sur le troisième conseil qui cette fois va toucher au training, au bodybuilding en lui-même, mais plutôt voilà à la musculation, tout simplement ce que vous allez faire en salle. Et ce conseil, encore une fois, je ne vais pas passer par quatre chemins. Ça va être tout simplement d'utiliser le superset. Alors oui, j'entends déjà les gens qui vont me dire que non, ils aiment pas le superset et moi non plus j'aime pas les supersets. J'aime pas supersetter 2 exercices parce que je trouve que ça emmène l'intention de s'entraîner dur, ça disperse en fait cette intention de s'entraîner dur. Ça, c'est vraiment ma vision du truc, mais à mon avis, au fondement d'une série très intense et tout, qui va driver de la croissance, tout simplement, qui va nous permettre de progresser, je pense il y a pas mal de choses, mais il y a de l'intention. C'est-à-dire qu'il faut avoir, bien sûr, il faut avoir de la pratique, il faut avoir de la maturité, il faut être capable nerveusement d'être précis sur le mouvement, peu importe, mais il y a aussi une forte part d'intention, c'est-à-dire la volonté mentale de se dire, ok, sur cette série, je vais performer. Et le fait de faire des supersets entre, par exemple, 2 exercices, même je trouve des supersets biceps, triceps, ça peut envoyer un peu cette intention, vous voyez, dans 2 directions différentes. Parce qu'il faut avoir l'intention de réaliser ce mouvement de curl et ensuite directement sans repos, il faut avoir l'intention de venir contracter ce triceps le plus fort possible. Et typiquement sur les jambes, pour moi c'est impossible, même sur le haut du corps c'est compliqué de faire des supersets. Non, moi ce dont je vous parle c'est d'une autre forme de superset. Il y a pas mal de gens qui en parlent aussi dernièrement. C'est un superset qui va être moins contraignant parce qu'il va supersetter une série de travail, une série sérieuse, une série difficile avec une série d'échauffements. Et typiquement, je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'a permis de gagner du temps au niveau de mon training. Et le fait d'en rajouter, même sur certains exercices, pas sur tous les exercices, permet véritablement d'avoir une forme de flow dans son training sans pour autant, et là c'est mon expérience personnelle, sans pour autant sacrifier la qualité des séries de travail. Voilà, je pense que c'est extrêmement important d'aller chercher ces séries qui sont précises, avec vraiment la volonté de performer, l'intention de performer et la concentration nécessaire pour performer. Néanmoins, lorsque je parle voilà, de ces supersets avec les séries d'échauffement, bon, je vais m'expliquer, mais voilà, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose en tout cas qui permet de nourrir la qualité de la séance et de la rendre plus efficace et plus rapide. Donc je m'explique. Typiquement, moi là, je vais aller entraîner d'ici une trentaine de minutes. Je vais aller entraîner push. Donc une séance pec, épaule, triceps. Je commence mes séances pec, épaule, triceps. Déjà, je fais mon petit vélib pour y aller. J'arrive, je suis déjà un petit peu chaud. Ensuite, j'ai un petit échauffement du bas du dos et de la coiffe des rotateurs. Bref, voilà. J'ai mes petits échauffements normaux. Et ensuite, je commence avec ma première série de travail qui est une série de mollets. Déjà, ce que je vais faire, ma série de mollets, je vais faire une série de chauffe dessus et ensuite je vais travailler. Et donc cette série de chauffe, je vais déjà la mettre en superset avec des abdos. Les abdos, je les traque pas, mais ça me permet d'arriver sur la séance bien chaud et ça permet de commencer à supersetter. Quand j'ai fini cette série par exemple, ma première série de chauffe sur les mollets, il me reste encore ma série de travail, mais j'ai déjà fait une série de chauffe. Donc, je ne vais pas repartir directement sur ma série de travail. J'ai déjà mon échauffement derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Juste après les mollets, j'ai un pattern de push. Du coup, j'ai une shoulder press sur laquelle je vais donner 3 séries d'échauffement pour arriver de manière le plus près possible, voilà, sur ma série de travail. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que entre mes 2 séries de mollets là, ben, je vais donner une série de chauffe sur la shoulder press. Voilà. Et ensuite, je vais faire ma série de mollets et ensuite, je vais enchaîner sur mes séries de chauffe sur la shoulder press. Quand j'aurai fait ma première série de travail sur la shoulder press, je vais probablement sortir, je serai pas bien, ça va être dur, ça va être extrêmement intense. Je vais sortir de la série un petit peu cassé.
Et je passerai sur l'exercice suivant, mais il me restera une série, parce que sur ma shoulder press, j'ai 2 sets. Donc avant de passer sur cette deuxième série de shoulder press, je vais avoir un petit peu de repos. Et pendant ce temps de repos, ce que je vais faire, je vais me mettre sur la machine suivante et je vais faire une série de chauffe extrêmement douce. Et ensuite, je vais repasser sur ma shoulder press, je vais bosser sur ma shoulder press et je vais passer à l'exo suivant. Et ainsi de suite. Quand je serai à l'exo suivant, mettons que j'ai 3 séries maintenant sur l'exo suivant. Je vais faire ma première série de travail et entre ma première et ma deuxième série de travail, je vais donner une série de chauffe sur l'exercice suivant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc il y a cette forme euh, de lien entre les différents exercices qui viennent un petit peu, vous voyez, se connecter, se combiner, de sorte que moi, en tout cas, à titre personnel, ça me permet, lorsque je suis sur un exercice et qu'il y a l'autre exercice qui est généralement, l'autre exercice n'est pas très loin, voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez mettre en place si vous devez parcourir la moitié du gym pour aller faire votre superset. Mais je trouve que ce format de superset avec les échauffements est extrêmement pratique. Voilà, moi déjà, je suis quelqu'un qui aujourd'hui fait très peu de séries d'échauffement parce que je juge que vient un point dans la séance où mes pecs sont chauds et donc ça devient un petit peu voilà, ça relève pour moi un petit peu c'est optionnel. C'est optionnel. Je performe aussi bien avec et sans. Il s'agit juste d'être le plus raisonnable possible pour ne pas me faire mal. Mais sinon, voilà, vient un moment où je trouve que cette technique des supersets d'échauffement est extrêmement efficace. Et typiquement, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire sur les bras, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur toutes les séances. Et mettons que ça vous fait gagner uniquement 15 minutes. Mais 15 minutes à l'échelle d'une séance, je ne sais pas, si votre séance dure 1 heure et demie, vous passez déjà à 1 heure et quart. Je trouve ça quand même assez gigantesque. Vous reportez cette 1 heure et quart à l'échelle de 5 trainings par semaine, vous avez dégagé 1 heure et quart. C'est comme si vous aviez dégagé le temps d'une séance. Et donc voilà, moi en tout cas, à titre perso, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté, qui me permet encore de rester concentré dans mes séries, qui fait aussi que voilà, j'ai moins l'occasion de scroller sur les réseaux, ou pour ceux qui auraient peut-être ce souci, parce que moi perso, c'est pas quelque chose vraiment que je fais. Généralement, j'écris mes charges ou je marche dans la salle. Mais voilà, au lieu de faire, au lieu de faire 3 tours de la salle entre 2 séries de je ne sais quoi, juste je passe à l'exercice suivant. Et par exemple, sur les jambes, quand je suis entre 2 séries sur de l'unilatéral, par exemple sur le leg extension, je peux vous dire que je suis bien content de pouvoir aller m'échauffer sur l'exercice suivant. Notamment parce que l'unilatéral sur le leg extension, ça prend du temps. Et parce qu'ensuite, quand je dois aller m'échauffer sur le travail des ischios, par exemple, sur, je sais pas, un mouvement de leg curl couché, c'est ce que j'ai actuellement, ça n'enlève rien à la qualité de mes sets de leg extension qui suivent, mais ça veut dire que simplement quand j'ai fini mon leg extension unilatéral, je peux directement aller sur le travail de mes ischios et je suis déjà échauffé. J'ai déjà fait mes 2 séries de chauffe, je suis prêt et je débute. Et franchement, c'est des petits trucs, mais je trouve que accumuler, ça, en tout cas, ça va dans la direction de séances qui sont plus efficaces. Et voilà, ce serait ma recommandation vis-à-vis du training. Vous en faites ce que vous voulez. Ça se trouve, vous détestez les supersets comme moi. Mais vous les détestez encore plus que moi. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une part d'ego que moi j'ai lâché dans le fait de me dire, ok, la séance sera excellente. Peut-être que la séance serait encore meilleure si j'avais pas ce format de superset et si je m'entraînais avec, je sais pas, limite 20 minutes de plus. Mais voilà, je lâche le perfectionnisme. Je suis là pour m'entraîner de la meilleure des façons possibles vis-à-vis de mon contexte. Et c'est aussi ce qui va être sustainable, qui va être, c'est ce que je vais être capable de maintenir sur le long terme. Et c'est un petit peu voilà le dernier truc vers lequel je voulais cheminer, le dernier point plutôt vis-à-vis non pas de l'entraînement mais plutôt de la pratique du bodybuilding dans son ensemble et du fait d'être compétitif en bodybuilding. On sait tous qu'en culturisme, il y a ce truc de se dire que un physique, lorsqu'il arrive sur scène au début, il n'a pas beaucoup de muscles, par exemple le physique d'un first timer typiquement, hormis certains genetic freaks comme ce bon Jawed ou voilà, des gens qui vont arriver leur première saison et être extrêmement compétitifs. Enfin voilà, généralement quand un physique arrive et la personne est assez jeune, on manque de maturité, on manque de muscles. Et l'un des facteurs qui va permettre d'amener du muscle sur ce physique, au-delà de l'entraînement, au-delà de la nutrition, au-delà du fait d'avoir une bonne routine, ça va être de répéter, d'exécuter cette routine sur le temps long.
et de parvenir à la maintenir. Dans ce contexte, à la lumière un petit peu du fait que voilà, on a besoin de faire du bodybuilding pendant longtemps pour être compétitif en bodybuilding, sauf si on a une génétique très très bonne et qu'on est avantagé des dieux, non quand même. Mais voilà, si généralement on a besoin de tenir l'enton dans ce sport pour devenir compétitif, bah à partir de cette observation, je pense que le plus important, c'est juste de tenir sur le long terme. Et dit comme ça a l'air très très banal. Je sais que je le dis pas de manière extrêmement euh, éloquente, mais en fait le fait est que la musculation est tellement forgiving, c'est-à-dire que l'hypertrophie est hyper forgiving, elle va te pardonner beaucoup de choses, et je pense qu'elle va pardonner parfois d'avoir des setups, d'avoir des trainings, d'avoir des circonstances qui ne sont pas optimales, qui ne sont pas parfaites, et elle va absolument pardonner ça, de sorte que, in fine, en musculation, je trouve ce qui va permettre d'être compétitif, ça va pas être la qualité du training en tant que tel, parce que la qualité du training, on peut avoir quelqu'un qui s'entraîne de manière extrêmement précise, extrêmement bien, qui a vraiment cette exécution parfaite, mais qui va avoir cette routine parfaite pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, et peut-être qu'il va manquer d'une certaine façon de quelques années son prime en bodybuilding. Et ce que je trouve intéressant, aujourd'hui j'ai 22 ans, je vais avoir 30 ans un jour, je vais avoir 35 ans un jour, je vais avoir 40 ans un jour, qu'est-ce qui me dit que je ne serai pas à mon plus compétitif lorsque j'aurai 38 ans? Et en fait, je trouve ça extrêmement intéressant de penser son training, de penser sa nutrition, de penser tout simplement son processus à l'horizon de 10 ans, à l'horizon de 15 ans, à l'horizon de 20 ans. Puisque le bodybuilding est un sport qui va se jouer sur le long terme et que c'est généralement les daddy fit, les papa fit qui sont restés dans le bodybuilding depuis leurs 20 ans, qui maintenant ont 35-40 ans et qui sont les plus compétitifs sur scène, puisque c'est ce genre de profil qui aujourd'hui a la chance voilà, de l'avoir fait suffisamment longtemps pour avoir cette densité musculaire. Pourquoi est-ce que je me casse la tête aujourd'hui à vouloir faire quelque chose de parfait? Et c'est vraiment une réflexion que j'ai eue dernièrement et qui m'a amené à réfléchir à comment ce bodybuilding pouvait s'inscrire dans mon mode de vie de manière pérenne. Et parce que en fait, on se dit oui, la longévité, j'ai envie de vieillir en bonne santé, mais même d'un point de vue de compétitivité, je pense que c'est les choses que je vais mettre en place aujourd'hui dans l'immédiat qui vont me permettre ensuite d'être plus compétitif. Raison pour laquelle je pense vraiment, et ce serait mon dernier conseil, qu'il faut commencer, même si, voilà, je pense que quand tu es jeune, c'est un petit peu plus dur. Quand tu as moins de 20 ans, voilà, tu fais ta première prep, tu es un peu on top of the world, t'es Kevin Levroni, tu vois, tu arrives à ton show, tu es le underdog, voilà, tu vois, tu es dans ton truc, machin. Il y a un petit peu ce truc du rêve du bodybuilder qui monte sur scène pour la première fois. Mais je pense qu'il y a aussi cet élément où il faut regarder les choses de manière réaliste et se dire que, in fine, le bodybuilding s'inscrit dans la vie. Il s'inscrit dans la vie globale. Et que le plus efficace pour être performant, c'est de le faire pendant longtemps. Donc le mieux ton bodybuilding, ta musculation, ta pratique va s'insérer dans ta vie, bonifier ta vie et tout simplement nourrir ensuite les autres pans de ta vie, le mieux ensuite tu performeras et le plus de facilité tu auras à le pousser, à l'emmener avec toi. En fait, je me dis, tu vois, tant qu'il n'y a pas de cassure, tant que c'est tellement ingrained, tant que c'est tellement dans l'engrenage de ta vie, sans pour autant devenir un fardeau, en fait, que ça apporte quelque chose à ta vie, bah je vois pas en fait d'environnement dans lequel moi personnellement j'arrêterais le bodybuilding là, même si je suis amené à aller, je sais pas, avoir un taf, certaines horaires, machin. Je pense qu'il y a toujours une façon de s'organiser, peut-être avec moins de training, peut-être avec des trainings plus courts, voilà des ajustements que j'ai fait aujourd'hui. Néanmoins, le goal, c'est d'être compétitif, je pense, à l'horizon de 15 ans, de vraiment avoir ce truc où tu te dis, ok, je reviens au bout de 3 ans, je suis compétitif. Dans 4 ans, je reviens, je serai plus compétitif. Dans 3 ans, ensuite, je reviendrai, je serai plus compétitif. Et ainsi de suite, avec la volonté d'inscrire sa pratique en fait dans quelque chose de sustainable. Et je trouve que la sustainability, peut-être qu'on en reparlera dans quelques années, mais pour le bodybuilding, c'est peut-être l'arme
la plus dévastatrice. Et on n'a pas tellement de backup par rapport à ça dans la science de l'exercice et tout, dans la exercise science et tout ce qui touche un peu à ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui relève de la pratique. Mais quand je vois des gens comme Jeff Albert, vous voyez, comme Eric Helms, ces gens qui font du bodybuilding depuis longtemps, c'est des types qui ont vraiment cette maturité musculaire, ce truc, et qui aujourd'hui font mille choses en fait. Ils ont mille choses à faire et ils réussissent à continuer à s'entraîner. Donc voilà, il faut, à mon avis, avoir cette flamme pour le training, aimer s'entraîner, mais il faut aussi y réfléchir de manière plus, je veux pas dire holistique, parce que j'aime pas les gens qui disent holistique, mais voilà, avoir cette vision un peu plus long terme. Genre, qu'est-ce qui te dit que dans 10 ans, si tu fais encore ton usual bullshit là que tu fais toujours, tes macros, ta nutrition, ta dépense, qu'est-ce qui te dit que dans 10 ans, tu seras pas on top of this fucking game? Parce que tu l'auras fait pendant 10 ans et parce que les collègues qu'ils faisaient avec toi, maintenant ils ont une femme, des enfants, ils ont voilà, ils ont profité de la vie, ils ont changé, ils ont avancé. Bah non, moi j'ai envie d'être tellement locked the fuck in que je suis encore dans ce truc. Et pour être encore dans ce truc, je pense que j'ai besoin d'être locked in, mais en même temps de permettre à ma vie de fonctionner en fait autour. Donc voilà, ce serait mon dernier conseil. Donc on a eu un conseil récupération au niveau du cupping, un conseil sommeil, l'obscurité totale, un conseil training, les supersets d'échauffement et un conseil bodybuilding pour être compétitif en fait. Penser sur le long terme et focus sur la longévité dans ta pratique. C'est tout pour moi, c'était un plaisir de te parler, j'espère que tu pourras tirer des choses intéressantes de ce podcast. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre les 5 étoiles sur Spotify, à t'abonner sur YouTube. Je vois les stats de Spotify défiler et apparemment les podcasts qui ont à peu près le même nombre d'écoutes que le journal d'un bodybuilder tournent à 256 abonnés, 300 abonnés sur Spotify. Nous, on n'a que 68 abonnés, les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous aimez ce que vous entendez, si vous aimez le journal d'un bodybuilder. Activez la cloche sur YouTube, les 5 étoiles sur Spotify ou sur l'application de podcast de votre choix, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui soutiennent le show. C'est toujours cool d'avoir ce moment de discussion. Et moi, il est 6h43, il va être l'heure d'aller s'entraîner. Du coup, je vais mettre en place les conseils que je donne et je vais aller faire cette séance push en 1 heure. Tenez-vous bien, 1 heure, 1 heure et quart, la séance est torchée. Et ensuite, on va au taf. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à vous. Si vous êtes de ces gens qui ont un emploi et qui vont au travail, force à vous. Et bonne séance s'il y a séance aujourd'hui. Bon repos s'il n'y a pas de training, même s'il y a séance. Et même s'il y a training, pardon. Bon repos à vous. Nous, on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. C'était LMF. Prenez soin de vous et ciao.